avant, hein, quand je fais un audit réel, là, ça serait le cas, par exemple, pour les 11 contrats concernés. Je récupère le contrat initial, ses annexes, son plan prévisionnel d'investissement sur toute la durée du contrat, les avenants éventuels qui ont été passés. Je récupère l'intégralité des comptes rendus annuels qu'on appelle les RAD. Je commence à collationner toutes ces informations. J'identifie tous les postes qui posent problème, les provisions pour renouvellement, les comptes de travaux, les frais de siège, le poste de sous-traitance, tous ces montants-là, on les compute sur un tableau Excel. Ensuite, j'ai une cinquantaine de questions complémentaires qu'on adresse par courrier sous mandat de la collectivité à l'entreprise. Un simple courrier comme ça, bonjour monsieur, je voilà, mes consultants, machin, je suis mandaté par la collectivité tant, je fais un audit. Je vous prie de me communiquer alors cette cinquantaine de documents complémentaires. D'abord, ils vous répondent jamais. Il faut que je retourne auprès de la collectivité qui envoie un deuxième courrier. S'ils répondent toujours pas, on leur envoie un courrier recommandé, on les menace de pénalités, de titres de recettes, etc. Là, en général, ça commence à se débloquer un peu. Et une fois récupéré tout ou partie de ces documents, eh bien, on arrive à établir pour chacun des postes de charge concernés un montant qui n'est pas encore totalement affûté, disons des prestations qui sont facturées, qui n'ont pas été effectuées, qui sont surfacturées par le système de triangulation qu'évoquait Cyril Moreau tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on les repasse à des filiales cachées, etc. Et ça va très très vite, parce que les volumes financiers que ça représente sont absolument considérables. Et je ne peux malheureusement témoigner, il y a très très peu de collectivités qui se livrent à ce travail de contrôle. Vous n'arriverez pas à avoir de vérité mathématique sur ce que pourrait économiser la régie ou pas. Hein. Je vous donne juste deux exemples très rapides. On a eu un débat sur Rouen, maintenant il y a une dizaine d'années, sur est-ce qu'on continue en DSP ou on fait une régie pour les cantines publiques. Les données préparées par les services indiquaient que la régie entraînerait un surcoût de 500 000 euros. Nous avons créé la régie, nous avons fait une économie annuelle de 500 000 euros, moins 500, plus 500. On a eu un débat sur les parkings publics. Le premier parking qui est arrivé en débat, c'était celui du vieux marché, 0 euros de redevance parce qu'il faisait des pertes. Hein. On a dit, bon, on va le prendre en régie. Du jour au lendemain, il a versé une redevance de 800 000 euros. Voilà. Donc, vous n'aurez jamais la transparence des chiffres. Voilà. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. Est-ce qu'on en a bien pour notre argent? Donc, je sais qu'on nous explique qu'il n'y a pas de problème, que l'eau va à l'eau, ce genre de choses, etc. Bien, bien, bien. Mais néanmoins, il y a une constante que j'observe dans tous les contrats de concession. Vous avez une rémunération de l'actionnaire, mais c'est normal, hein, je ne doute pas. Mais quel est le niveau? J'ai eu une discussion passionnante avec les actionnaires de l'entreprise de transport en commun de Rouen qui se plaignaient d'avoir un niveau, alors ça s'appelle le TRI dans le jargon, le taux de rendement interne, mais un niveau de rémunération d'actionnaire de 15,5%. Si à un moment donné, on contrôle mal, on peut avoir des dérives colossales d'exigence de rémunération. Vous avez un deuxième sujet qui est toujours compliqué, mais qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main, qu'on appelle les frais de siège. Alors c'est quoi? Vous avez, pour tous les services publics, vous avez des sociétés dédiées qui sont créées par des grands groupes. Donc, c'est normal, toutes les fonctions ne sont pas dans la société dédiée locale, et c'est, je parlais du service de recherche et développement, la recherche et développement d'un grand groupe, elle est au national. Hein. Donc, il faut bien rembourser le service, la prestation de service faite par le grand groupe à la société dédiée. Ça, c'est ce qu'on appelle les frais de siège. Et quand vous avez un problème de transparence et de contrôle, vous ne savez pas trop ce que vous payez dans les frais de siège. Et donc, vous pouvez avoir, et ça a été établi sur d'autres contrats, comment dirais-je, une deuxième source de rémunération de l'actionnaire via des frais de siège indus. Le Conseil d'État vient de donner raison, après 8 ans de procédure, à une association d'usagers bordelais qui a identifié dans le contrat historique de Suez à Bordeaux alors un taux de rentabilité interne, comme le disait M. Moreau tout à l'heure, pour un contrat qui a vu le jour en 1992, un TRI qui dépassait 30%. Donc, quand on vous annonce que votre contrat ne dépasse pas 3% de rendement, je le mets en doute, mais absolument catégoriquement.
la loi Sapin, qui ne sert qu'à mettre en concurrence plusieurs entreprises privées. Quand une collectivité lance une procédure loi Sapin, dans 95% des cas, chiffre officiel, c'est le délégataire en place qui est reconduit et qui a un nouveau contrat. Autre élément nouveau qui ne me paraît pas avoir été pris en considération par votre agglomération, depuis le mois d'avril 2016, sous l'effet de la transcription d'une directive européenne, on ne parle plus vraiment de DSP, d'affermage, etc. On parle de directive concession. C'est toute la dimension juridique de ce qu'est une concession qui a été remise en cause. Et elle emporte notamment une clause sur laquelle je ne cesse d'attirer l'attention des collectivités. Là, on vous demande de signer un nouveau contrat de DSP qui va réunir les 11 petits contrats et on vous demande de signer ce qui s'appelle désormais un contrat de concession. Si vous signez un nouveau contrat de concession, on vous dit que vous allez signer pour 7 ans. Pas du tout. La directive concession prévoit que si dans la durée, au cas d'espèce de 7 ans, interviennent des éléments qui n'étaient pas connus au moment de la signature du contrat, comme des progrès techniques, etc., on pourra passer des avenants de manière quasi automatique. J'ajoute que dans l'actualité récente, vous avez aussi certainement entendu parler du projet de fusion Veolia-Suez. Les défenseurs de la gestion privée nous assurent depuis des lustres que l'existence de ces entreprises privées versus la légion publique permet de faire jouer la concurrence, d'obtenir des meilleurs prix, d'obtenir des meilleures prestations, etc. Si on se trouve avec un nouveau monopole Veolia-Suez, bien évidemment, ça ne va pas faire jouer la concurrence du tout, bien au contraire. Et on va se trouver passer d'une situation de duopole à une situation de monopole organisé. Il y avait une régie historique, une régie à autonomie financière, qui était la régie de Rouen et de Darnétal, donc simplement 2 communes. Et il s'avère qu'on avait toute une série de contrats situés sur la rive gauche de Rouen, pour faire simple, qui arrivaient tous à peu près à échéance au 1er janvier 2010. Donc, ça a créé les conditions d'un débat politique de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on relance tout en délégation de service public? Est-ce qu'on élargit la régie au périmètre? Est-ce qu'on fait un entre-deux? Décision est prise donc d'intégrer la totalité des communes de la rive gauche dans le périmètre de la régie. Donc régie avec autonomie financière et régie directe, c'est-à-dire l'ensemble des tâches est fait par des fonctionnaires métropolitains. La métropole a décidé non pas de revenir sur sa décision, mais de créer des variantes où on a étendu la régie à l'ensemble des communes au fur et à mesure que les contrats arrivaient à terme. Mais plutôt que d'avoir un fonctionnement en régie directe, on est sur un mode de fonctionnement en marché d'exploitation. C'est-à-dire que la régie décide de tout en amont et ce sont des sociétés classiques que vous connaissez, Veolia, Haute-Normandie, qui mettent en œuvre Il m'est moi-même arrivé de recommander à des collectivités qui, pour des tas de raisons, ne voulaient pas faire le saut direct d'une très ancienne DSP, n'avaient pas le personnel, n'avaient pas de service, de passer par une phase transitoire de régie qui passe des marchés publics. Parce que la différence fondamentale entre une DSP et des marchés publics, les marchés publics, vous établissez un cahier des charges, vous n'avez pas de frais de siège, vous n'avez pas toutes les provisions pour renouvellement, enfin toutes les problématiques d'évasion financière traditionnelle que maintenant nous avons parfaitement identifiées depuis longtemps, ça n'existe pas dans le cadre d'un marché public. Avec l'arrivée de la pandémie, avec l'état d'urgence, avec les ordonnances, avec le nouveau confinement, avec le retard des municipales, qu'aujourd'hui, certaines collectivités qui avaient un calendrier comme le vôtre ont décidé, en argumentant à travers les textes, l'ordonnance qui a été passée en mars 2020, de solliciter un prolongement. Il existe depuis 2010 un réseau qui s'appelle France Eau Publique. Il regroupe toutes les collectivités françaises en gestion publique pour l'eau et l'assainissement. Et ils ont développé une approche qui leur permet des échanges de bonnes pratiques et des soutiens auprès des collectivités qui souhaitent revenir en régie. Sur la question de la mutualisation, j'attire votre attention sur le fait qu'on fait partie du même pôle. Voilà, il y a un pôle métropolitain entre la métropole de Rouen et la CASE.
On a une régie, peut-être qu'on pourrait mettre en place des partenariats entre nos services publics de l'eau. Enfin, voilà, c'est des choses qui se font. Donc, on le fait sur d'autres sujets. On doit pouvoir aussi le faire là-dessus. Je pense que les collaborateurs de la régie seraient ravis d'accompagner ceux de votre EPCI